Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour bosser un petit peu sur une carte graphique. Et aujourd'hui on va pas travailler sur n'importe quoi puisqu'on va s'intéresser à une GTX 295 qui m'a été envoyée par l'un d'entre vous. Quand on m'a dit GTX 295, ça m'a tout de suite intéressé parce que cette carte graphique elle est sortie il y a maintenant 10 ans. Donc elle est complètement dépassée en termes de performance par rapport aux cartes modernes, hein. Clairement ça vaut, enfin, c'est comparable à une IGP Intel aujourd'hui, quoi. Mais donc en termes de performance, c'est complètement dépassé. Mais par contre, à l'époque, quand elle est sortie en 2009, il y a 10 ans de ça, c'était la carte graphique la plus haut de gamme de chez Nvidia. Et elle était notamment là pour concurrencer la HD 4870X2 de chez AMD. Et ces deux cartes graphiques, aussi bien la 4870X2 de chez AMD que cette GTX 295, ce sont des cartes graphiques bi-GPU. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour obtenir plus de puissance, eh bien AMD et Nvidia quelques mois plus tard ont tout simplement décidé de coller deux GPU sur une seule carte graphique pour doubler la puissance. Et dans le cadre de cette 295, Nvidia a tout simplement utilisé deux GPU qui étaient, alors je crois que à l'époque c'était les GT200, qui sont des GPU qui équipaient notamment la GTX 280 et je crois qu'on la retrouve également sur la 260. Et donc en fait Nvidia a installé deux de ces GPU avec une sorte de SLI. Enfin, c'est même du SLI en fait, mais c'est un SLI du coup interne. Donc on a deux GPU en SLI sur une seule carte graphique. Donc des cartes bi-GPU, c'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de voir tous les jours. Nvidia donc l'a fait avec cette GTX 295. Ils ont récidivé quelques années plus tard avec la GTX 500, c'était la 590, si je dis pas de conneries, qui était également une carte bi-GPU. Et depuis ça, à ma connaissance, depuis la 590, il n'y a pas eu de carte bi-GPU chez Nvidia, en tout cas pas officiellement. Je sais que Asus avait fait un truc dans la génération 700, je crois, où ils avaient fait une carte bi-GPU, mais c'était Asus qui avait fait son propre truc. Donc voilà, je crois pas qu'il y ait eu de carte bi-GPU depuis la 590 chez Nvidia. Chez AMD en revanche, il y a eu d'autres cartes bi-GPU. Donc comme je l'ai dit, la 4870X2 était une carte bi-GPU chez AMD, ce qui faisait d'ailleurs que la 4870 était la carte la plus performante au moment où elle est sortie. Et c'est pour ça que Nvidia a répondu à AMD quelques mois plus tard avec cette 295, histoire de reprendre un peu le leadership sur le marché des GPU. Mais donc AMD a récidivé. Donc récemment, on a notamment eu la Fury X2 chez AMD, et encore plus récemment, si vous avez entendu parler de la sortie du nouveau Mac Pro, vous avez certainement entendu parler qu'il était équipé avec une nouvelle carte graphique bi-GPU basée sur l'architecture Vega. Alors la carte est assez banale si on n'y fait pas plus attention que ça. On retrouve donc un ventilateur assez massif au milieu, notamment par son épaisseur. Vous savez que sur les cartes graphiques, on a généralement des ventilateurs qui sont assez fins. Là, on a vraiment un vrai gros ventilateur au milieu, avec de chaque côté deux dissipateurs. Un pour chaque GPU, on peut apercevoir les ailettes de ce côté-là et on a des ailettes de l'autre côté également. L'idée c'est que le ventilateur aspire l'air au milieu de la carte et rejette l'air donc d'un côté à l'extérieur du PC et puis de l'autre côté à l'intérieur du PC en passant par les deux dissipateurs. Sinon donc ouais, comme je l'ai dit, extérieurement on n'a pas grand chose qui vraiment montre qu'il s'agit d'une carte bi-GPU, mis à part si on regarde à l'arrière, on voit ici que les deux découpes qu'on a là en fait correspondent à l'arrière des deux GPU. On a donc au niveau de la connectique, on a un connecteur PCI Express 8 pins et un connecteur PCI Express 6 pins pour l'alimentation. C'est une carte qui consomme pas mal, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de plus économique évidemment, surtout avec deux GPU sur un seul PCB. Sinon, donc au niveau des sorties vidéo, on n'a pas grand chose. On a un DVI, enfin on a deux DVI-I, donc deux DVI analogiques, et on n'a pas de sortie numérique du tout. On n'a pas d'HDMI ou quoi que ce soit, pas de DisplayPort évidemment pour l'époque. Ce qui est un petit peu dommage parce que le design de référence de chez Nvidia intégrait un connecteur HDMI. Et donc sur cette version MSI, on n'a pas du tout d'HDMI, donc c'est un peu dommage. Ici on a un voyant qui, c'est ce qui se faisait à l'époque, ça se fait plus du tout aujourd'hui, mais c'est simplement un voyant qui s'allume normalement pour indiquer que la carte est tout simplement allumée. Sinon on retrouve un connecteur SLI, donc on peut mettre deux de ces cartes graphiques ensemble pour cumuler jusqu'à 4 GPU. Notre connecteur ici PCI Express 16X qui doit être à la norme 2.0 vu la génération de la carte. Et puis voilà, hein, c'est à peu près tout ce qu'on a extérieurement. Vous pouvez voir qu'ici, donc on a une coque en plastique qui se démonte un peu, hein, la carte n'est pas dans un état impeccable. Elle est en plutôt bon état, pas si poussiéreuse que ça, mais je pense qu'elle a déjà été démontée avant. Alors sur ces GTX 295, on trouve également deux designs, puisqu'à l'époque, les partenaires d'Nvidia n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils voulaient. Et donc ici, on a la carte la plus banale, qui est celle qui a tout simplement un seul PCB, donc on a une seule carte en fait, avec les deux GPU qui sont de chaque côté du ventilateur, avec deux radiateurs séparés. Ça, c'est le design le plus classique, le plus banal, comme j'ai dit. Mais il en existait un deuxième, qui était notamment le design de référence de chez Nvidia, qui est ce qu'on appelle le design sandwich.
puisqu'en fait ce sont des cartes graphiques qui sont composées de deux PCB, donc on a en fait deux cartes qui sont reliées ensemble avec une nappe, et surtout les deux GPU se retrouvent face à face, puisque entre les deux PCB on va trouver tout simplement le radiateur. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le design sandwich, puisqu'on a en fait le radiateur au milieu et les deux PCB qui viennent de chaque côté. J'illustrerai ça évidemment avec une image. Mais donc ce design sandwich est beaucoup plus original. À ma connaissance, il est unique à la GTX 295. Donc ce serait sympa éventuellement d'arriver à en récupérer une également, parce que c'est quelque chose voilà, de pas très courant et de vraiment unique. Donc ici on a le design le plus classique. Ventilateur au milieu, deux GPU sur un seul PCB. Bon, c'est pas grave, hein, c'est déjà très bien. Et on va déjà pouvoir regarder un peu à quoi ressemble une carte bi-GPU. Et avant de regarder la carte de l'intérieur, on va peut-être d'abord commencer par la mettre dans un PC et voir un petit peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Voilà ma petite config de test. Donc on va voir si la 295 fonctionne. Donc pour ça, on va la brancher. Il faut une alimentation donc avec suffisamment de connectiques PCI Express pour les GPU. Et puis à cause de cette histoire de DVI-I, on se retrouve du coup à utiliser une conversion vers du VGA. Donc c'est un peu bizarre comme ça, parce que c'est une carte graphique qui était super haut de gamme, mais finalement on se retrouve avec du VGA quoi. Donc bon, c'est un petit peu bête qu'il n'y ait pas d'HDMI là-dessus. Étonnant d'ailleurs de la part d'MSI, parce que oui, comme je disais, le design de référence avait de l'HDMI il me semble. Donc c'est un peu bizarre. Donc on va alimenter tout ça, voir si ça fonctionne ou pas. Ok, il reste plus qu'à voir si ça démarre. La carte fonctionne, c'est pas ce qu'on peut appeler une carte silencieuse. Ah, bon, c'est beaucoup mieux, c'est juste le temps que ça démarre. Ok, donc normalement on a de l'air qui sort par chaque côté, ouais c'est le cas. Ah, la carte mère boot, donc c'est déjà bien. Donc j'attends que Windows démarre, on va voir si on peut pas lui faire passer quelques tests. Et nous voilà donc sous Windows, la carte fonctionne parfaitement. Aucun problème d'affichage avec Windows. Les pilotes se sont installés automatiquement, donc tout va bien de ce côté-là également. Petite chose, enfin plusieurs choses que j'ai remarquées qui sont assez intéressantes. Tout d'abord, si on va dans le gestionnaire des périphériques de Windows, on a deux fois GTX 295. Chaque GPU est détecté indépendamment par Windows. Donc on a installé une seule carte graphique, mais on a en fait deux cartes graphiques qui apparaissent dans le gestionnaire des périphériques. Alors c'est tout à fait normal évidemment, mais en connectant une seule carte graphique, on a deux GPU, c'est assez marrant. Également, si on va dans GPU-Z, alors que normalement qui est ouvert voilà juste là. Alors GPU-Z, il nous dit bien qu'on a une GTX 295 avec son GPU qui est bien donc un GT200 gravé en 55 nanomètres et un die qui est assez massif, hein, 576 mm², c'est assez gros surtout pour l'époque, avec ses 1,4 milliard de transistors. Évidemment, on a deux fois ça puisqu'on a deux GPU, on a deux fois le GT200 sur la carte. Donc évidemment, ça a multiplié par deux. On a bien une carte qui a une dizaine d'années maintenant. Vous voyez qu'on a une date de sortie du 1er juin 2009. Sinon, la carte utilise bien du PCI Express 16X 2.0, ce qui est normal pour l'époque. On a également donc un support de DirectX 10. Et au niveau de la mémoire vidéo, donc c'est de la GDDR3 sur un bus de 448 bits. Donc on voit qu'on est sur un GPU haut de gamme. On a un bus qui est assez large. Et on a également seulement 900, on va arrondir à 900 mégaoctets de mémoire vidéo par GPU. Donc ça, c'est un petit peu particulier sur cette carte graphique. C'est que chaque GPU est équipé avec 900 mégaoctets, donc c'est assez bizarre déjà. Et ce qu'il faut savoir, donc ça fait un total d'à peu près 1,8 gigaoctets sur la carte, mais évidemment la mémoire ne s'additionne pas. D'ailleurs, je crois que c'est écrit juste ici. Quand vous faites du SLI, c'est le cas également avec le Crossfire, la mémoire vidéo ne se multiplie pas par deux si vous mettez deux cartes graphiques ensemble. Donc même avec nos deux fois 900 mégaoctets, au final il n'y a que 900 mégaoctets d'utilisables. Bon, on a les fréquences également du GPU et de la mémoire. Donc 630 MHz pour le GPU et 1050 pour la mémoire, tout à fait normal. Et en bas, on peut voir qu'on a donc le SLI qui est bel et bien activé puisqu'on a deux GPU. Si on va dans le menu en bas, on a bien deux fois GTX 295 de détecté. Alors on peut également faire un tour dans le panneau de configuration de Nvidia, dans la section physics et plusieurs GPU, où là on a un petit schéma en bas qui est assez intéressant puisqu'il nous montre un peu nos deux cartes graphiques et le fait finalement qu'il n'y ait qu'un seul GPU qui ait des sorties vidéo. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un peu comme si on avait deux cartes graphiques indépendante, comme si on faisait du SLI, mais c'est comme si on avait une carte graphique qui avait les sorties vidéo sur lesquelles on peut, sur la carte en fait sur laquelle on peut brancher un écran, et puis la deuxième carte qui serait sans sortie vidéo et qui serait là uniquement pour venir booster les performances en fait. Donc c'est assez marrant de voir comment ils ont fait ça, ce qui fait que contrairement à du SLI, on peut pas connecter l'écran à une carte ou l'autre. Là, en fait, il y a qu'un GPU qui possède des sorties vidéo. Si on essaye de pousser un peu la carte, puisque vous voyez que là elle fonctionne parfaitement, mais les problèmes apparaissent en fait quand on essaye de lancer des benchmarks. Alors j'ai remarqué que c'était assez aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a des fois où ça a fonctionné et il y a des fois où ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas trop pourquoi. On va voir si on a de la chance ou si on n'a pas de chance. Et normalement, si je fais GPU stress test,
il y a de grandes chances pour que ça plante. Voilà, vous voyez que le test crash et on va avoir un petit message d'erreur. Et voilà, on a une erreur. En fait, dès qu'on essaye de charger un petit peu la carte, eh bien, ça plante. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que des fois, il suffit de relancer le test et ça fonctionne parfaitement. Donc, on va réessayer. Et voilà, j'ai relancé le test et ça fonctionne parfaitement, juste après l'avoir relancé. Si les températures sont un peu élevées, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Les deux GPU ont bien l'air d'être sollicités puisque on peut sentir l'air chaud qui sort de chaque côté. Et l'avantage c'est que on peut savoir quel GPU chauffe et lequel chauffe pas. Donc dans le cas présent, les deux chauffent. Donc ce qui est assez marrant, c'est qu'il suffit de lancer le test une première fois, ça plante, et on le relance une deuxième fois, ça fonctionne. Donc je sais pas exactement pourquoi. Alors je viens de continuer de jouer un petit peu avec les paramètres, notamment dans le panneau de configuration de Nvidia. Et j'ai désactivé le mode, donc le mode multi-GPU qu'on a ici. On voit que les deux GPU sont apparemment devenus indépendants. Et ce qui se passe, c'est quand je relance les tests, ça fait toujours la même chose. Alors, par contre, j'ai 2 fois moins de performance puisque j'utilise qu'un seul GPU. En fait, maintenant, je sollicite qu'un seul des deux GPU. Parce que ce que j'essaye d'isoler, c'est de voir est-ce que le problème vient du GPU 1 ou du GPU 2. Puisque le problème, c'est que comme on a une carte graphique avec 2 GPU, ça se trouve, il y en a un qui fonctionne très bien et c'est l'autre qui pose problème. Donc j'essaye de resserrer un peu pour savoir d'où vient le problème. Mais le problème, justement, c'est que je peux pas tester vraiment le deuxième GPU puisqu'on peut pas, il a pas de sortie vidéo en fait. Donc c'est pas comme si on avait 2 cartes graphiques en SLI, comme j'ai dit juste avant. On peut pas désactiver l'une et puis essayer l'autre et puis vice versa. Là, on peut pas vraiment en fait. Donc c'est un peu chiant. Donc je sais pas exactement qu'est-ce qui pose problème. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement s'intéresser un peu plus à la carte en elle-même. Donc on va démonter la carte, voir un petit peu comment elle est faite, voir s'il y a quelque chose de flagrant qui pose problème ou pas. Et puis voilà. Alors je sais, j'ai démonté la carte hors vidéo, je l'ai même nettoyé un peu. Et la construction de la carte est assez intéressante. Alors tout d'abord, on a 2 dissipateurs séparés pour chaque GPU, comme je l'avais dit précédemment. Ce qui m'a étonné, c'est que ces 2 petits radiateurs, qui sont identiques, aussi bien pour la gauche que pour la droite, ce sont exactement les mêmes. Mais ils sont assez petits également. Il faut bien savoir que ces GPU à l'époque, c'était ce qu'il y avait de plus haut de gamme chez Nvidia, et c'est refroidi par seulement ça. Quand on voit ce qu'il faut aujourd'hui pour refroidir une 2080 Ti, c'est assez impressionnant. Donc seulement 2 petits dissipateurs, un pour chaque GPU, avec 2 caloducs, une base en cuivre et une construction sinon avec des ailettes en aluminium. 2 petits dissipateurs d'ailleurs format assez fin, format qui rentrerait très bien d'ailleurs pour un serveur par exemple, format 1U en fait, qui pourrait d'ailleurs faire l'affaire pour le PC Canal+. Ouais, enfin non, je vais pas utiliser ceux-là évidemment puisqu'ils sont pour cette carte graphique, mais en tout cas c'est un truc comme ça qu'il me faudrait. Bref, seulement ça donc pour chaque GPU. C'est une carte qui consomme pas tant que ça, je me suis un petit peu renseigné également parce que j'ai eu un petit peu de temps. Et on est sur un TDP d'environ 270 watts, ce qui est pas tant que ça pour une carte haut de gamme avec 2 GPU. C'est assez raisonnable, enfin en tout cas je trouve ça assez raisonnable. Alors sinon donc la carte se démonte facilement puisqu'on a en fait cette coque en plastique qui vient simplement se clipser sur la carte et qu'on peut enlever pour nettoyer le ventilateur et les 2 radiateurs assez facilement. Ici on a nos 2 backplates qui se trouvaient sur l'arrière de la carte et qui permettent de refroidir les puces de mémoire vidéo qui se trouvent derrière. Et on a également donc le ventilateur, évidemment, qui était au milieu de la carte. Vous voyez que c'est un ventilateur pleine épaisseur, pas les petits trucs fins qu'on a sur les cartes d'aujourd'hui. Et on a également cette partie interne en fait, qui vient tout simplement se fixer sur le PCB avec un grand nombre de vis qui viennent derrière. Et ce truc-là est assez remarquable. C'est une structure qui est c'est en aluminium certainement. Ça sert donc à la fois à dissiper la chaleur pour les puces de mémoire vidéo qu'on a sur le dessus, les étages d'alimentation et puis les petites puces qu'on a ici au milieu dont je vais parler juste après. Donc ça sert à la fois à ça et ça rigidifie également énormément la carte. C'est une structure qui est extrêmement solide et ça rend la carte en fait extrêmement rigide. Donc ça c'est plutôt bien et c'est quelque chose qui n'était pas si courant que ça à l'époque. Et sinon pour la carte en elle-même, donc on a une carte qui est assez belle, assez imposante, bien peuplée comme vous pouvez le voir, ils ont bien tout rempli, avec donc nos 2 GPU de chaque côté. Donc ce qui est assez marrant de voir, c'est notamment le nombre de puces de mémoire vidéo qu'il y a sur cette carte graphique, puisqu'on a vu juste avant qu'on avait de la GDDR3. On a environ 900 mégaoctets par GPU, ce qui donne un total de 1,8 gigaoctets. Et au total sur cette carte, on a 28 puces de mémoire vidéo. On en a 7 sur le dessus par GPU, plus 7 sur le dessous par GPU également. Donc on a 2 x 14, donc on a 28 puces de GDDR3, tout ça pour seulement 1,8 gigaoctets.
Alors au niveau des étages d'alimentation, on retrouve apparemment 3 phases d'alimentation pour chaque GPU, donc les 3 phases ici pour le GPU ici et les 3 phases qu'on a ici en bas pour le deuxième GPU. On a également donc une phase ici et une phase là qui doivent servir tout simplement à alimenter la mémoire vidéo, et on a une autre phase par ici qui doit servir à alimenter les puces qui se trouvent au milieu. En parlant des puces qu'on a au milieu, donc on a ces 3 composants. J'ai pas enlevé le pad thermique qui se trouvait dessus, même si bon, ils ont un peu une sale tronche, mais enfin c'est pas grave. Alors ces 3 composants, c'est assez unique, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur une carte graphique habituellement, et je sais pas exactement quelle est leur utilité. J'ai pas réussi à trouver d'informations sur ces trucs-là. J'ai fait quelques recherches, essayé de voir quelques reviews de cette carte à l'époque, et j'ai jamais trouvé personne qui en parle. Je suppose que c'est en rapport avec le PCI Express, puisqu'on peut voir qu'ici, donc on a toutes les pistes qui vont vers ce composant ici. Donc à mon avis, du fait qu'on ait un seul port PCI Express 2.0 16X, il est tout simplement divisé pour les 2 GPU. Mais ce truc-là doit servir plutôt de switch, d'une sorte de switch PCI Express, et pas simplement divisé. C'est-à-dire, ce qu'ils auraient pu faire, c'est qu'avec le PCI Express, ils auraient pu tout simplement mettre 8 lignes PCI Express pour le GPU 1 et 8 lignes PCI Express pour le GPU 2. Mais apparemment, c'est pas ce qu'ils ont fait, notamment parce qu'on a vu dans GPU Z qu'on avait bien PCI Express 2.0 16X pour chaque GPU. Donc à mon avis, ils ont utilisé une sorte de switch PCI Express. On trouve ce genre de composants également sur des cartes mères pour tout simplement venir donner accès en fait aux 16 lignes du port PCI Express à chaque GPU. Et les 2 composants qu'on a au-dessus donc doivent peut-être également servir à la communication entre les GPU, puisqu'évidemment donc les 2 sont reliés en SLI, et puis évidemment la communication entre les GPU doit se faire sans avoir à passer par le processeur. C'est-à-dire que s'ils avaient divisé en 2 fois 8 lignes PCI Express, pour que les GPU communiquent ensemble, ils auraient été obligés de passer par le processeur à chaque fois, ce qui aurait évidemment bridé la carte. Donc voilà, j'ai pas réussi à trouver d'informations sur ces 3 composants précisément. Donc si vous avez des infos sur ces composants, n'hésitez pas à tout simplement en parler dans les commentaires, parce que j'aimerais en savoir plus là-dessus. En tout cas, c'est une très belle carte. Très beau PCB, bien peuplé, ils ont bien utilisé et bien exploité tout l'espace disponible. Des fois, quand on a des cartes graphiques qui sont un peu grandes, ça arrive des fois qu'on ait des espaces qui soient vides où il y a rien en fait, où il n'y a pas grand chose en tout cas. Là non, ils ont vraiment eu besoin de tout l'espace disponible pour y caler 2 GPU. Alors le problème par contre, c'est qu'il n'y a absolument rien qui montre un quelconque problème. Enfin en tout cas, j'ai rien trouvé qui paraissait suspect, mis à part juste là où il y avait une sorte de goutte de résine ou je sais pas trop quoi qui était tombée sur la carte comme une goutte de résine noire un peu. J'ai essayé de nettoyer ça, j'ai utilisé de l'acétone, j'ai utilisé un peu d'air chaud, ça s'est nettoyé, mais en dessous tous les composants sont là, il n'y a rien d'abîmé, donc ouais, je sais pas trop exactement pourquoi, mais ça n'a pas l'air d'être un problème visible en tout cas, donc évidemment ça m'aide pas beaucoup pour les réparations. Donc ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais continuer de chercher le problème, voir si je peux réparer cette carte, même si elle n'est pas vraiment complètement en panne, puisque des fois elle marche et des fois elle marche pas. Donc je vais voir ce que je peux faire, et je vais voir si j'arrive à trouver quelque chose. Et me revoilà avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je pense avoir trouvé la panne. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va pas pouvoir y faire grand chose. Alors j'ai continué à tester un peu la carte, à voir un peu qu'est-ce que je pouvais trouver qui posait problème, qui allait pas, et j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. C'est que la carte fonctionne beaucoup mieux quand elle est chaude. C'est-à-dire que lorsque les GPU ont atteint les 60-70 degrés, ils fonctionnent sans aucun problème. Et en dessous de cette température, c'est quasiment le crash assuré. J'ai découvert ça parce que j'ai remonté la carte sans mettre de pâte thermique entre les GPU et les dissipateurs. Et la carte fonctionne beaucoup mieux maintenant. Dès qu'elle est montée un petit peu en température, au bout de quelques minutes, elle fonctionne sans aucun problème. Donc c'est certainement un problème de soudure BGA qu'on a. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la GTX 460 que j'ai réparée il y a presque un an maintenant déjà. En fait, c'est tout simplement les billes de soudure qu'on a entre le GPU et la carte, le PCB, qui sont tout simplement pas parfaites et qui peuvent avoir tendance à très mal vieillir. Et l'avantage, c'est que quand la carte chauffe, le PCB et tout ça, ça se dilate un peu et ça peut suffire à rétablir la connexion. Mais c'est clair que la carte à froid, elle veut clairement pas fonctionner. J'ai réussi à faire tourner Cinebench, je lui ai fait passer Cinebench R15 sans aucun problème. La carte fonctionne comme elle devrait avec des performances qui sont correctes, enfin pour une GTX 295. Mais ouais, la carte fonctionne parfaitement, mais une fois qu'elle a chauffé. Alors je dis que je vais pas pouvoir y faire grand chose tout simplement parce que c'est une panne qui est très difficile à réparer. Il n'y a que 2 solutions pour réparer ce genre de panne. La première, c'est faire du reflow et la deuxième, c'est faire du rebillage. Alors le reflow, c'est chauffer tout simplement les soudures pour qu'elles redeviennent liquides et qu'elles tout simplement viennent adhérer à la carte et au GPU. Et c'est une technique qui fonctionne pas à tous les coups et en plus de ça, sur des puces aussi grosses qu'un GPU avec des centaines de petits points de connexion en dessous, ça peut être très compliqué à faire, surtout sans avoir de matériel particulier.
Et pour ce qui est du rebillage, alors là c'est encore beaucoup plus compliqué, ça consiste tout simplement à retirer le GPU, nettoyer la soudure, refaire les billes d'étain qui se trouvent derrière et ressouder le GPU. C'est quasiment impossible à faire sans avoir le matériel spécialisé. Il y a des machines pour faire ça, hein, mais clairement j'ai pas ça chez moi. Sans compter que sur une carte graphique comme une GTX 295 qui est maintenant une carte graphique à 10 ans et qui a des performances qui sont comparables à celles d'une GTX 750, je crois même qu'une GTX 750 est plus puissante. Donc clairement non, c'est pas quelque chose dans lequel on va se lancer. Donc je pense avoir trouvé la panne, c'est pas sûr et certain, mais il y a quand même de grandes chances pour que ça vienne de là. Par contre je vais pas pouvoir y faire grand chose et malheureusement je vais pas pouvoir vraiment réparer la carte. Alors elle fonctionne très bien pour Windows, hein, pas de problème, mais il faut pas commencer à la charger, en tout cas il faut pas lancer quelque chose avant d'avoir fait chauffer un peu la carte. Pour la faire chauffer il suffit simplement de lancer quelques benchmarks. Ça va planter, mais ça va quand même avoir pour effet de faire monter la température un petit peu. Et au bout de 2-3 essais, ça passe sans problème. Ou alors, comme je l'ai fait, faire tourner la carte graphique sans pâte thermique, qui fait que les benchmarks se lancent quasiment du premier coup. Enfin, toutes les applications se lancent du premier coup quasiment sans cracher. Le problème, c'est qu'on atteint très vite les 90-100 degrés et très vite la surchauffe. Donc voilà pour cette vidéo, je pense que ce sera tout, parce que je peux pas faire grand chose de plus. Pour ceux qui veulent des nouvelles de la GTX 460 justement, puisque donc il y a maintenant, ça fait maintenant 8-10 mois maintenant qu'on m'a envoyé la GTX 460, qui avait un problème de soudure BGA sur une des puces de mémoire vidéo, c'est de la GDDR5 je crois, donc sur une des puces de GDDR5 il y avait un problème de soudure BGA aussi, que j'avais réparé simplement en donnant un coup de station air chaud dessus, hein. J'avais pris un peu d'air chaud, quelques minutes sur chaque puce avec une température assez élevée, et j'avais essayé de faire un petit peu du reflow. Certains avaient dit que ça fonctionnerait pas et que ce serait une solution qui tiendrait pas longtemps. Alors c'est vrai que c'est pas la meilleure solution, clairement, c'est plus une solution de dépannage, mais pour le moment le dépannage tient le coup, parce que comme je l'ai dit, ça fait presque un an que la carte est réparée en quelque sorte et elle fonctionne toujours parfaitement. En attendant, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur youtube.io/goodwin. Vous trouverez le lien évidemment dans la description. Moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.